Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Ce qu'on veut, c'est juste dire le système il est comme ça, on va donner aux musulmans et aux musulmanes, entre autres, toutes les opportunités de pouvoir arriver en position de force. Et arrêter de dire excusez-moi, on est musulmans. Ah non, excusez-moi, j'ai la prière à faire. Est-ce que vous avez un local poubelle pour la faire? Non, c'est bon, tu vois. Donc on est qui à prier dans un local poubelle, s'il te plaît, tu vois. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Benjamin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Impeccable, hein, merci pour l'invitation. Mais quel jour là? 1er juillet déjà. Ça y est, c'est Mais l'été. presque. C'est l'été, c'est quand l'été ça commence? C'est 21 juin dernier, je Ah, crois. c'est passé, on est déjà en été, ouais. Il fait chaud là, c'est la canicule ou en France? Là, en vrai, ça va. Là, ça fait 2-3 jours où il y a eu des orages et tout. C'est Mais ouais, calmé? là, c'est la semaine dernière, ça tapait beaucoup. Ouais. Il y avait des grosses chaleurs. Après, ça va. Enfin, c'est genre 35 degrés, tu vois. Ouais. C'est pas non plus insurmontable, hein. Et toi, c'est comment la météo? Moi, c'est assez stable, hein. Ouais, il pleut aussi régulièrement à Singapour, mais il fait chaud, Ouais. tu vois. Il fait toujours entre 20, 30, entre 23 et 35 degrés. Je pense, 90% du temps, il fait cette température-là. C'est humide? Et humide. Et il pleut, de temps en temps, il pleut. Bah, aujourd'hui, il n'a pas plu. Il faisait beau, donc ça va. Mais voilà, c'est pas du tout le même climat qu'en France, hein. C'est pas comparable. Bon, tant mieux, c'est bien là-bas aussi. C'est à Paris, hein, Là, actuellement, là, à Lyon, là. à Lyon. J'étais hier à Paris, c'est bon. Retour à Lyon, tranquille. Tu préfères Lyon ou Paris? Quelle question. Évidemment, Lyon. Ouais, je suis lyonnais aussi, donc je vais pas te contredire, mais je pense qu'il faut aimer Paris, hein. Ouais, ouais, bah, en vrai, ça va vite. Et puis, tu sais pourquoi tu y vas, quoi. Tu vas vraiment voilà, pour les rencontres, pour les affaires, etc. C'est vrai que c'est quand même un peu supérieur à Lyon là-dedans. Enfin, ça va très vite, mais après Lyon, il y a aussi de belles choses à développer, hein. Alors Benjamin, je te propose pour commencer de nous faire une petite présentation. Ouais, ok. Donc moi, c'est Benjamin, j'ai 25 ans. Je suis étudiant en master à Sciences Po à Paris, où j'étudie tout ce qui touche en gros à la stratégie média, finance aussi un petit peu, et beaucoup aussi de tout ce qui touche à l'opinion, voilà, dans les médias, la communication, etc. aussi. Et avant, j'étais à l'EM Lyon, du coup à Lyon, et puis j'étais en finance et en gros en stratégie. Et voilà, je suis en train de finir les deux écoles que j'ai essayé de faire un peu l'une en même temps que l'autre. Et voilà, puis en parallèle de ça, j'ai monté il y a 3 ans et demi maintenant une entreprise qui s'appelait Mister Prépa dans le domaine de l'éducation. Et après, du coup, en projet en amenant un autre, j'ai développé pas mal d'autres entreprises avec du coup un associé, et puis même différents associés par-ci par-là. Donc voilà, en gros, j'essaie de conjuguer ma vie d'entrepreneur à celle d'étudiant, et j'espère avoir fini les études bientôt, et ne pas avoir fini l'entreprise bientôt, par contre. L'idée, c'est que ça perdure encore des années. Hmm. Mais voilà, hâte d'être diplômé et puis de pouvoir être vraiment à fond sur les entreprises tout le temps, quoi. Ok, donc tu es entrepreneur étudiant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des entreprises que tu as montées, les plus importantes? Ouais, alors chronologiquement, la première, elle s'appelle toujours d'ailleurs Mister Prépa, c'est-à-dire que c'est un média pour les étudiants qui sont en classe préparatoire, du coup, qui préparent les concours pour les grandes écoles, en particulier pour les écoles de commerce, mais aussi d'ingénieurs avec une autre verticale qu'on a développée. Donc en fait, à la base, c'était vraiment un petit délire sur Snapchat que j'avais lancé, où en fait, je travaillais en parallèle de mes études. Enfin, je travaillais pour financer mes études, en fait, voilà, en master. Et donc, je travaillais à l'intérim. En fait, je faisais, en gros, basiquement, je montais des cartons, je les démontais et je transférais des banquettes de voitures. En vrai, c'était assez physique et c'était vraiment sympa. Il y avait un bon esprit. Mais c'est vrai que quand tu étais en prépa il y a pas si longtemps, et que tu fais ça aujourd'hui, c'est vrai que ça manque un petit peu. Et donc, la prépa me manquait tellement que j'ai voulu faire un petit peu des petites vidéos sur Snapchat. C'était à l'époque où Snapchat, c'était vraiment la cote. Et donc, voilà, je faisais des vidéos de 1 minute, 2 minutes, en philo, en éco, on voyait ensemble des notions. Et en fait, je les diffusais donc sur le réseau. Au début, ça a commencé à se faire un peu connaître dans ma prépa d'origine à Lyon, à Saint-Just. Ensuite, ça s'est diffusé dans pas mal de prépas
donc du coup de lycée, lyonnais et ensuite c'est parti un peu dans toute la France et ce qui s'est passé, c'est que, le compte a commencé à se faire un petit peu voir et à tel point qu'il y a des écoles qui m'ont contacté pour me demander si, j'étais intéressé par faire avec elles du contenu un peu en co-développement pour, Mhm. en fait, travailler sur leur image de marque auprès des candidats. En gros, c'était une sorte, d'influenceur des pour les grandes écoles de commerce, tu vois? Et bon, du coup, je leur ai dit, je connaissais pas du tout ce milieu-là, que voilà, je connaissais pas le milieu des médias. J'étais encore étudiant et tout, donc mais j'étais intéressé par apprendre, quoi. Donc du coup, en fait, j'ai co-développé avec des écoles ce média-là. Donc très vite, j'étais amené, du coup, à faire un site web, à faire, du coup, différents réseaux sociaux, à recruter une équipe de journalistes, de rédacteurs. Et en fait, on a fait un média sur les prépas et donc aujourd'hui, on va dire qu'on est peut-être le média référence ou en tout cas un des 2 médias références dans le domaine où en fait, Mhm. il y a des milliers d'étudiants de prépa qui nous suivent tous les jours, qui consultent les articles. On bosse avec une vingtaine d'écoles, une vingtaine d'écoles et d'entreprises aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment, si tu veux, 100 gratuit pour tout le monde. On veut aider les gens à viser la prépa et les aider à viser les grandes écoles, voilà, parce que c'est encore pas assez connu parfois dans certaines franges de la population, tout en faisant payer les bonnes personnes qui sont les écoles, pour les aider justement à se différencier. Faut savoir que ce milieu des grandes écoles, il est ultra concurrentiel et en fait que toutes les écoles, parfois, elles ont un peu les mêmes classements, elles ont un peu les mêmes notoriétés. Et l'idée, c'est de les accompagner pour leur faire des vraies strates, pour que les étudiants puissent percevoir une école d'une manière différente de l'école concurrente. Pour qu'ensuite, ces étudiants-là choisissent l'école A plutôt que l'école B. Et derrière, ça a un impact considérable en termes de classement. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu la première boîte qu'on a lancée. Donc, c'était Mister Prépa. Après, on a lancé d'autres projets, notamment plein de grandes écoles, qui est un autre média pour les étudiants, cette fois-ci en école, non plus des candidats, mais des étudiants en école. Et donc là, on travaille avec des entreprises, avec, voilà, avec des cabinets, avec des boîtes un peu en tout genre, pour les accompagner de leur marque employeur. Donc là, l'enjeu, c'est bien plus de rendre l'entreprise attractive auprès des étudiants d'école pour que celle-ci puisse recruter les meilleurs profils des écoles, dans des écoles les mieux cotées, et cetera. Ok, Et donc là, il y a des enjeux de recrutement, de rétention des talents et de notoriété aussi pour les boîtes. Et ok, donc, c'est ce qu'on fait. C'était les 2 premières boîtes principales, on va dire, qu'on a montées. ok. Donc la première, pour résumer, c'est donc une boîte qui est à destination des étudiants en école prépa C'est ça. et pour les grandes écoles pour attirer les talents. Et l'autre, c'est l'étape d'après, en fait. Donc c'est les étudiants dans les grandes écoles. Euh, et tu travailles aussi avec les entreprises pour attirer les talents après qu'ils sortent de grandes écoles. C'est ça. Et donc, du coup, ça fait une espèce de gros réseau entre grandes écoles, entreprises, et les étudiants. Et en fait, enfin, tout ça communique vachement. Bien sûr que les grandes écoles et les boîtes, elles ont aussi des relations entre elles qui sont très fortes. Et nous, on est toujours en fait dans cet écosystème-là, pas très loin, où on, on accompagne du coup les étudiants en fait de leur lycée carrément, à leur entrée en prépa, à leur entrée en école et ensuite à leur entrée sur le marché du travail. Donc, Mhm. c'est un espèce de SaaS médiatique qui va durer entre 5 et 7 ans, par exemple, où on sera là de A à Z et en fait, on va les accompagner à différents moments de leur vie. Et ça, 100 gratuit, je précise, pour tous les étudiants. Voilà, on a même racheté des plateformes qu'on a rendues gratuites pour eux. Enfin, on est vraiment 100 gratuit pour tout le monde pour vraiment lutter en faveur de l'égalité des chances. Et derrière, on fait payer les gens qui ont l'argent, à savoir les écoles et les boîtes. Ok, c'est super. Tu disais plutôt que c'est pas assez connu, en fait, l'école préparatoire chez beaucoup. J'imagine que c'est encore moins connu chez les musulmans, les populations un peu plus, pas forcément de haut niveau social, de manière générale. Oui, bah, en fait, enfin, c'est pas lié au fait qu'on est musulman. En fait, c'est juste que quand tu regardes statistiquement, et bah, la population musulmane, effectivement, du coup, appartient pas aux hautes franges de la population en termes de catégories socio-professionnelles. Donc, c'est vrai qu'en gros, pour schématiser, qui sont les personnes les moins élevées socialement, encore statistiquement, et bah, ça reste les musulmans. Mais c'est pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans, c'est plutôt parce que ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration, et parce que forcément, les premières générations faisaient directement les métiers les moins valorisants. Donc, effectivement, donc c'est pas lié au fait du coup, qu'on soit musulman, c'est lié au fait que c'est plutôt les catégories socio-professionnelles issues de l'immigration qui étaient effectivement musulmanes, en fait. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Mais aussi, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que, donc, je ne vais pas forcément parler des musulmans, mais je vais parler plutôt voilà, de la catégorie plutôt ouvrière, salariée, etc., plutôt que, à l'inverse que de la catégorie cadre. C'est qu'effectivement, les catégories socio-professionnelles les moins hautes, on va dire, sur la strate,
si on devait hiérarchiser ça. Et effectivement, c'est celles qui ont le moins accès à ces classes préparatoires. C'est-à-dire que le système français, bah, il est pensé un petit peu en espèce de dualité entre, d'une part, les universités et d'autre part, les grandes écoles. On sait que dans le milieu, en tout cas, du business et des affaires, les grandes écoles ont quand même un très fort avantage sur l'université, voilà, avec des noms qui pèsent très fort, comme voilà, si je te dis HEC, si je te dis Centrale Supélec, si je te dis Polytechnique, si je te dis Sciences Po Paris, etc., c'est des écoles qui pèsent très fort rien que par le nom. Au niveau des universités, c'est moins le cas. Tu vas avoir deux, trois universités aussi voilà, qui ont un nom qui est assez fort, comme Paris-Dauphine, par exemple. En tout cas, dans le milieu des affaires, c'est vrai que les grandes écoles l'emportent assez largement. Donc, du coup, l'objectif aussi derrière tout ça, c'est en fait de pouvoir démocratiser l'univers de la prépa, dire aux gens, eh oh, est-ce que tu sais qu'après ton lycée, il y a un truc super qui s'appelle la prépa, où pendant 2 ans, tu vas travailler dur voilà, pour intégrer des écoles, et les écoles que tu vas intégrer, ça va valoir le coup. C'est pas des écoles qui sont sur le marché juste pour faire du cash flow, c'est des vraies écoles qui sont accréditées par le ministère, qui sont bien reconnues par les boîtes, qui ont parfois 150 à 200 ans d'existence. Donc, du coup, elles sont très anciennes, voilà, et qui ont une vraie renommée dans le milieu. Et donc, du coup, c'est un petit peu ça, moi, on va dire, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire connaître ça. Parce que moi, pour revenir rétrospectivement sur mon parcours, enfin, dans ma famille, du coup, personne n'avait fait d'études. Nous, Lila, on n'a jamais manqué de rien, tu vois, mes parents, ils sont au top, mais on n'avait pas cette culture de l'école, par contre, ça, c'est vrai. Et c'est que, bah, au lycée, j'étais dans un petit lycée de campagne, où en fait, c'est une prof qui m'en a parlé un peu par hasard de la prépa, et c'est en première seulement, là, je crois en classe de première, qu'elle m'a parlé de la prépa. Elle a vu que j'avais un potentiel à exploiter. Elle m'a dit: «Vas-y, fais un fonce, fonce et tente une prépa». Donc ouais, du coup: «Merci madame, mais c'est quoi une prépa? Ça mène à quoi? C'est quoi les grandes écoles?» Et je m'étais toujours dit: «Si j'avais pas rencontré ces profs-là, je serais passé à côté de tout ça». Et donc du coup, bah, il faut que nous-mêmes, on ait ce rôle maintenant, voilà, de personne qui dit que ça existe et qui dit aux petits frères et aux petites sœurs, concrètement, il y a autre chose aussi dans la vie que le rap et le foot, en gros, pour schématiser, tu vois? Et donc Mmh. voilà, il y a une super chose à faire et donc et ça passe notamment par la prépa. Mais encore une fois, la prépa, c'est un choix parmi d'autres. C'est pas la seule filière qui est valorisante, bien sûr, mais pour moi, c'est vrai que ça a été une super expérience. Donc voilà, l'idée, c'est de faire connaître un peu plus ça, aux personnes, que la prépa, ça existe, que les grandes écoles, c'est un formidable vecteur d'ascension sociale. Et voilà, et c'est au moins que les gens sachent que ça existe et en quoi ça consiste. Après, s'ils y vont ou pas, c'est plus notre ressort. Mais au moins, faire ce travail d'information, c'est ultra important. Et tu fais ce travail de sens, parce que le site internet, je pense que c'est bien, mais c'est forcément ceux qui s'inscrivent en école prépa qui rejoignent ces sites-là, qui connaissent déjà l'école prépa. Est-ce que tu essaies de sensibiliser aussi, parce que ça se prépare au lycée, en fait, l'école préparatoire. Est-ce que tu essaies de sensibiliser aussi avant la prépa? Ouais, alors en fait, pour le SEO, pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on a mené un gros travail de SEO, du coup de Ouais, référencement naturel, ce qui fait que sur beaucoup de mots-clés, notre site, il va arriver premier ou deuxième ou troisième quoi, sur Google. ouais, Ouais, il y a des mots-clés vraiment pertinents comme ça et donc voilà, je vais taper genre, prépa, je vais taper, je sais pas, classement, école ou grandes écoles de commerce, des fois même le nom des écoles, où en fait, on va arriver très vite, rapidement dans les premiers. Donc ça va être, si tu veux, ça va aider des gens qui sont en hésitation. Autrement dit, ils ont mhm, déjà une petite idée, mais ils hésitent encore, ils se font pas assez confiance. Bah là, boum, on a fait ce travail-là pour qu'ils tombent sur le site web et pour que nous, on va venir, les convaincre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, comme tu l'as dit, mais quid des gens qui justement, ne sont pas du tout avertis, n'ont pas du tout connaissance de ce domaine-là? Et bah là, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on est en train de faire un travail où on passe dans des lycées, dans des établissements. En fait, on envoie des équipes de 3-4 membres de notre équipe à nous, qui vont passer à la fois dans des prépas reculés et à la fois dans des lycées pour, voilà, faire des interventions en seconde, en première. Et d'ailleurs, voilà, on essaie de faire ça aussi en collaboration avec des instances de représentation des prépas et des grandes écoles, pour qu'en fait, dès la seconde, on passe dans des établissements, on vise en priorité évidemment donc les quartiers et les campagnes, voilà, pour dire: «Voici ce que c'est les grandes écoles, voici ce que vous pouvez faire». Mais il faut savoir parler aux gens, c'est-à-dire que c'est pas en leur disant, voilà, «Tu vas faire ça ou tu vas faire ci», tu vas les faire rêver. Enfin, en fait, tu peux pas te déconstruire en 1 heure un travail si tu veux, de façonnement d'un idéal et d'un modèle qui se sont faits depuis des années. Concrètement, des jeunes qui ont baigné depuis des années dans l'univers, je sais pas, un petit peu voilà, du phénomène de starisation de différents profils. On met des gens sur des piédestals, donc je parle par exemple bien sûr des sportifs, je parle aussi concrètement, voilà, du domaine du show business et tout. Donc ils grandissent avec ces images-là de la réussite,
même du rap aussi beaucoup dans les quartiers, ça c'est une évidence. C'est pas nous, en une intervention d'1 heure, où tu vas leur dire: «Regarde les grandes écoles, c'est au moins aussi bien que ça». Donc voilà, il faut vraiment trouver les mots, il faut trouver une manière de l'amener et c'est pas évident. Donc en fait, c'est leur dire concrètement, pour schématiser, avec ces grandes écoles-là, voici ce que tu pourras peut-être t'offrir, voici ce que tu pourras te payer. Tu pourras avoir du temps libre à disposition si tu fais les choses correctement. Voilà, tu pourras faire des investissements plus tard qui te permettront de pouvoir, je sais pas, te garder une partie de la journée pour faire du sport, avoir beaucoup de temps libre, voyager autant que tu veux, tu vois? C'est vraiment leur parler de choses concrètes Concrète, parce ouais. que voilà, déconstruire, si tu veux, une perception de la réussite qu'ils ont depuis des années à cause, en fait, voilà, de la programmation médiatique que tu vois à la télé, à cause des réseaux sociaux et cetera. C'est très dur, c'est très, très dur et pour moi, il est là le principal problème. C'est OK. même pas parler des grandes écoles, c'est regardez, on ne vous donne pas les bons modèles de réussite dans la vie de tous les jours depuis que vous êtes enfant, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment mais c'est un trait de longue haleine et c'est pas à nous de les résoudre, hein. Mais oui, donc on passe en tout cas dans des lycées, quoi, pour faire un petit peu ce travail. OK. Toi, au départ, tu as fait ça juste comme un c'était un kiff au départ, tu disais, hein? C'était pas vraiment pour payer quoi que ce soit et puis tu t'es rendu compte qu'en fait, tu pouvais rémunérer ça. En parallèle, tu es étudiant, donc comment tu fais pour gérer tout ça en parallèle? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce que j'appelle une fenêtre économique qui s'est ouverte où, en fait, tu fais quelque chose avec, je pense, amour. Et en fait, je pense que tellement tu le fais avec amour, tu vas le faire bien. Et quand tu fais quelque chose bien, il y a forcément des gens qui, derrière, te proposent des choses, que ce soit des partenariats ou des associations ou alors voilà, de co-construire un modèle de business, tu vois. Et donc, là, on est dans la phase où, concrètement, on a recruté. Maintenant, on est 12 personnes, 12 salariés qui sont avec nous dans l'équipe sur différents projets. Et là, on est en mode, il faut assumer. On est vraiment dans la phase où, en fait, on assume tout ça, dans le sens où on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de demandes voilà, qui émanent. Et on est en train voilà, de tout bien structurer, de bien répartir les missions, de bien déléguer pour faire en sorte que ce soit mon associé Dorian ou moi-même qui sommes en train de finir les études, on puisse valider nos études correctement et qu'on puisse, déléguer beaucoup de travail qu'on a fait de base à des salariés, voilà et à nos équipes, quoi. Un exemple tout bête, quand avant, en fait, si tu veux, quand tu fais un article, c'est pas juste tu fais un article et tu le balances. C'est tu fais un article, derrière tu vas faire la communication derrière, tu vas faire des visuels, tu vas communiquer sur tous les réseaux sociaux avec une communication parfois avec des mots qui diffèrent d'un réseau social à l'autre. Ça, en fait, ça peut prendre, peut-être une grosse demi-heure, 3/4 d'heure à communiquer sur un seul article. Sachant qu'on fait en moyenne 6 articles par jour sur le site, sur les sites d'ailleurs, ça peut prendre tout ton temps. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à déléguer. Donc voilà, on recrute, on apprend aux gens comment faire. Et un truc tout bête, mais quand tu recrutes aussi une dizaine de personnes, tu as un temps qui est énorme, qui est consacré à la formation. Comment tu les formes, comment ils apprennent bien les choses. Donc derrière, il faut aussi vérifier leur travail parfois. Il faut aussi s'occuper de la paperasse et tout. Donc voilà, si tu veux, on va dire qu'on est beaucoup, beaucoup aidé par l'équipe, que je salue d'ailleurs au passage. Hem, mais derrière, voilà, il faut bien être organisé au niveau des cours pour gérer ça. Sachant OK. que, l'école, c'est aussi important et pour nous, c'est hors de question de finir tout ça sans diplôme, quoi. Déléguer, c'est vraiment le mot-clé, je pense. Ouais. Franchement, il y a pas beaucoup de personnes qui lancent leur entreprise, et qui arrivent à faire quelque chose qui soit viable en tant qu'étudiant. À ton avis, ça a été quoi pour toi la sauce de la réussite? Comment tu as fait? En vrai, c'est précoce de dire une réussite après seulement 3 ans, tu vois? Enfin, alors, je sais qu'on parle souvent des fois du cap des 2 ou des 3 ans, Ouais, d'une boîte. Quand tu franchis ce cap, c'est bon. Donc nous, alhamdoulilah, ça va, on l'a franchi, mais tu sais pas après ce qui peut se passer dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc on va dire que pour l'instant, ça se passe bien. Après à voir, sur le long terme ce que ça va donner. Mais je pense que jusqu'ici, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'en fait, on s'est lancé à un moment où le marché était prêt et où nous, on devait être prêts. Dans le sens où nous, on a eu la chance à chaque fois que ce soit vraiment le marché qui nous a appelés. Autrement dit, voilà, il y a des choses à faire, lancez-vous. Autrement dit, avant même qu'on se lance, on savait déjà qu'on aurait des clients. Et donc ça, c'est mmh, une opportunité de malade. Alors que concrètement, tu as des boîtes qui se lancent, inversement, où c'est les entreprises qui vont se lancer et après boum, elles sont lancées, elles ont leur statut, machin et là, ils vont commencer à chercher du client. Nous, c'est l'inverse. Si on avait déjà des clients avant de se lancer, donc on savait très bien qu'économiquement, on aurait non pas une réussite assurée, mais on aurait au moins la chance de montrer ce qu'on sait faire. Donc du coup, OK. donc on l'a fait, voilà, donc on l'a fait avec un client ou 2. Et en fait, le milieu, on va dire que le milieu était aussi assez safe, dans le sens où on connaissait le milieu, on savait très bien que les grandes écoles, c'était ultra concurrentiel entre elles et on savait très bien qu'à partir du moment où on allait signer avec une école, il allait avoir directement sa concurrente qui allait taper chez nous en disant: «Ah salut, on a vu que la concurrence, bossait avec vous. Est-ce que nous aussi on peut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble?» Et en fait, c'est des catégories d'écoles. Là, je peux t'en citer quelques-unes. Par exemple,
le marché des écoles, il est vachement structuré en catégories d'écoles en termes de réputation. On savait très bien que le jour où on allait signer avec une école, par exemple, du top 10 qui s'appelle Neoma, on savait très bien qu'on aurait sa concurrence, voilà, qui allait être, par exemple, Toulouse Business School, qui appartiennent au même groupe concurrentiel. On savait très bien qu'en signant avec Audencia, qui est un petit peu plus haut en termes de classement, on allait signer avec sa concurrente qui s'appelle Grenoble École de Management. On savait très bien qu'en signant avec le M Lyon, qui est une grande école du top 5, on allait signer aussi avec l'EDEC, qui est sa concurrente féroce, tu vois. Et donc, c'est un Ouais, petit peu un effet cascade qui fait que dès que tu bosses avec une boîte, tu bosses quasiment logiquement aussi avec sa concurrente. Et pour les boîtes, c'est pareil, quoi. Quand tu bosses avec un cabinet de conseil qui s'appelle EY, tu peux être sûr que derrière KPMG, Deloitte, etc., ils vont pas être inattentifs à ce que tu fais. Donc voilà, peut-être un petit élément aussi, c'est que voilà, quand tu lances ta boîte et que tu as un client, est-ce de te dire, est-ce que les concurrents de mon client, ils pourraient être intéressés aussi? Donc voilà, c'est un petit peu ça, je pense, qui a fait un élément de réussite au début. Et après, voilà, je pense que c'est aussi fait qu'on est étudiant, qu'on sait exactement la cible, comment leur parler, qu'on est, je pense, le média le plus proche des étudiants en termes de communication, que bah, on n'est pas le Figaro, mais un truc tout bête, mais quand les étudiants, ils hésitent, quand tu as des centaines et des centaines d'étudiants dans quelques jours qui vont hésiter entre des écoles, ils vont pas contacter le Figaro, hein, ils vont pas contacter Le Monde, ils vont nous contacter nous. Et donc voilà, on a ce pouvoir-là de dire, voilà, tu vas plutôt dans l'école A plutôt que dans l'école B. mhm, Donc un petit peu un pouvoir d'influence qui est, je pense, assez grand par rapport à des médias traditionnels historiques qui d'ailleurs n'ont même pas fait de prépa ou de grandes écoles souvent, hein, ce qui est ouais, paradoxal. ouais, c'est clair. Je sais pas si tu connais sûrement peut-être Pierre Bourdieu. Ouais, bien sûr. Pas Ah, personnellement, malheureusement. personnellement, c'est marrant parce que je lisais un livre juste avant de te contacter qui s'appelle Les Héritiers, donc les étudiants et la culture, qui parle un peu des inégalités des chances chez différentes classes sociales. C'est un livre assez intéressant qui permet de comprendre pourquoi certaines classes sociales sont beaucoup plus avantagées. Est-ce que c'est quelque chose que toi, ouais, que tu trouves intéressant aussi à prendre en compte? Bien sûr. Bah, en fait, Bourdieu, ce qu'il dit, c'est que tu as une notion de capital culturel qui est énorme, où en gros, eh ben, les fils et les filles de ceux qui font des études vont faire des études et seront au moins aussi élevés socialement que leurs parents. Alors que Hmm. du côté du spectre, en gros, bah, les fils et les filles de ceux qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas cette culture en fait de l'école et des études. Et en fait, ils ne comprennent même pas le système. Ouais, Tu vois, c'est intéressant, je t'ai dit qu'on n'a jamais manqué de rien, alhamdoulilah, chez moi, dans le sens où on n'est pas riche, mais franchement, enfin, on a toujours eu à manger, il n'y a jamais eu de problème, tu vois, de précarité. ouais, Enfin, voilà, de manière poussée à l'extrême, par exemple, on a toujours eu tout ce qu'on voulait d'un point de vue, on va dire, matériel, et cetera. Par contre, donc du coup, capital économique, ça allait. Par contre, le capital culturel, c'est vrai que, bah, paradoxalement, mes parents, ils se sont toujours sortis parce que voilà, ils ont été smart, ils ont été un petit peu, je sais pas comment, débrouillards, ouais, c'est peut-être le mot, mais que chez nous, l'école, c'était pas du tout quelque chose dans les mœurs. Donc on va dire que autant, voilà, je savais très bien que, on allait s'en sortir toujours par la débrouillardise, autant je savais pas qu'on allait le faire grâce aux études. Parce que chez nous, bah, avoir le bac, déjà, ça aurait été cool, mais derrière les grandes écoles, bah, on ne connaissait pas du tout. Et donc, si ouais, tu veux, c'est ce qu'il dit Bourdieu. C'est qu'en fait, concrètement, au niveau des franges de la population, c'est le capital culturel qui fait la différence. Un exemple tout bête, je me rappelle, on en parlait l'autre fois, c'est que par exemple, un mec comme Ribéry, par exemple, tu vois, qui a beaucoup, beaucoup d'argent maintenant. Autrement dit, il a eu accès à des grosses sommes et du coup à beaucoup de capital économique. Et mhm, bah, il va pas être invité dans des salons où un peu, on va parler de mondanité, où on va parler des grandes choses de l'économie, des trucs, des machins, tu vois. Parce qu'il a pas le capital culturel qui va avec. Pour schématiser, tu vois, dans le sens où, en gros, il a eu le capital économique, il est arrivé mais dans un stade où il était beaucoup plus riche que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du business, des affaires et on va dire de la culture, mais il n'est pas du tout dans ces milieux intellectuels où ça parle de différentes choses. Je dis Ribéry comme j'aurais pu dire n'importe quel sportif ou footballeur, tu vois, ou Benzema ou peu importe, si tu veux. Et donc, du coup, si tu veux, c'est ça où nous, on va travailler. C'est-à-dire que on va beaucoup plus travailler sur le capital culturel, à savoir comprendre le système scolaire, son fonctionnement et ses rouages, que sur les thématiques économiques. Tu as mille et une ouais, manières de gagner de l'argent, tu vois. Tu as mille et une manières de gagner de l'argent. Moi, c'est pas faire gagner de l'argent aux gens qui m'intéresse. Je ne suis pas une formation YouTube que tu trouves en 2-2 sur les réseaux, tu vois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de donner aux gens les moyens d'arriver à, si tu veux, des positions culturelles et d'influence qui sont intéressantes dans la société, tu vois. ouais, Ouais, et c'est ça le travail que nous on fait. Donc, bien sûr que pour Dieu, ça fait énormément écho à ce qu'on fait, hein, c'est au cœur du travail. Et voilà, il faut vraiment différencier le fait d'avoir de l'argent du fait de comprendre les rouages du système, en tout cas scolaire et social,
Et pour moi, c'est 2 choses qui sont différentes, même si elles sont vachement liées, évidemment. Ouais. Ah, moi, je me souviens très bien quand j'étais au lycée. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, de pouvoir rejoindre un bon lycée à Lyon, d'ailleurs, la Cité scolaire internationale. Je sais pas si tu connais. Super lycée, ouais. J'avais rejoint un collège que je pensais plutôt bien, donc c'était un petit collège privé. Mais quand j'ai rejoint le lycée, je me suis rendu compte en fait de l'écart culturel que j'avais par rapport à d'où je venais en fait. Ne serait-ce qu'en cours de français, on va te sortir des livres que peut-être les trois quarts de la classe avaient déjà lus ou connaissaient déjà, et certaines Madame Bovary, plus tard 1984, des gros bouquins hyper compliqués, tu vois, que j'avais jamais vu, j'avais jamais entendu. Et la moitié de la classe connaissait déjà, avait déjà lu. Et du coup, toi, tu pars avec un énorme retard, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, en termes de référence, en termes de temps que tu vas prendre à rattraper les livres que les trois quarts de la classe a déjà lu. Quand c'est un bon lycée, hein, quand c'est un mauvais lycée, enfin, du coup, ben, tu restes dans la moyenne, c'est pas pire, mais du coup, tu progresses Mmh. même pas. Et moi, je me souviens avoir pas mal galéré en fait au lycée pour rattraper, enfin rattraper, j'ai même pas vraiment rattrapé au final, parce que c'est impossible, c'est très difficile de rattraper, il faut vraiment s'y mettre, quoi. Si tu veux rattraper tous les livres, toute la culture, aller visiter des musées, aller faire telle ou telle chose, c'est en faisant ce genre de choses-là qu'on rattrape le capital culturel. Ouais, clairement. Mais après, enfin, c'est pas non plus un objectif en soi, par exemple, de vouloir arriver à ce niveau-là. Enfin, moi, je veux dire, tu vois, par exemple, là, actuellement, enfin, je fréquente maintenant ce milieu des grandes écoles, des machins, mais enfin, je suis tellement habitué à ce que je fais aussi de base que, enfin, aller au théâtre, un truc comme ça, c'est même pas un truc qui me, tu sais, qui me fascine. C'est juste que je connais et je sais que c'est possible de le faire. Et voilà, et je sais que ça peut être intéressant. Mais voilà, enfin, je veux dire, Ouais. je fais la même activité que j'ai toujours fait. Et tu vois, enfin, se tape des fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est plus nécessaire une fois que tu as passé une fois que tu as passé du coup la prépa, tout ça, une fois que tu as atteint ce niveau-là, on va dire, c'est un peu moins nécessaire une fois que tu arrives aux grandes écoles. Mais pour en arriver là, il y a quand même ce filtre. Par exemple, ne serait-ce que quand tu vas faire une dissertation, si tu sors les bonnes références, tu n'auras pas les mêmes notes que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience culturelle. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, je recommande vraiment la prépa. C'est que, notamment pour les gens qui, voilà, ont pas ce capital culturel de base, c'est que tu vas avoir l'opportunité de t'intéresser, de lire à des choses que tu auras peut-être jamais l'opportunité de le faire si tu avais pas fait une prépa. Exemple, enfin, je me rappelle très bien en prépa, genre, j'étais là à lire des gros livres de Nietzsche, tu vois, qui est en plus Mhm. un philosophe qui est pas du tout facile à lire, mais à aucun moment de ma vie j'aurais lu Nietzsche et je suis tellement content de l'avoir fait. Et Rousseau et plein d'autres philosophes et penseurs, Ouais. à aucun moment de ma vie je l'aurais fait si j'étais pas allé en prépa, honnêtement. Et ça m'a apporté énormément. C'est pour ça qu'en fait, moi je dis toujours que la prépa, c'est pas pour intégrer une grande école derrière. C'est juste pour faire ça, tu peux faire ce qu'on appelle maintenant les admissions sur titre. En fait, tu passes d'abord par la fac et tu fais 2 ou 3 petites épreuves, comme le Taj le TOEIC et hop, tu vois, tu es pris. La prépa, c'est vraiment pour des gens qui veulent se challenger et vraiment, on va dire, apprendre de nouvelles choses intellectuellement et culturellement. Là, oui, c'est hyper intéressant, honnêtement. Et c'est pour ça que nous, on défend, autant le modèle. C'est vraiment pour dire, voilà, il y a des choses derrière qui sont assez particulières. Vous serez plongé dans un univers qui est vraiment, différent de ce que vous avez peut-être pu connaître jusqu'à maintenant. Mais rien que pour l'expérience, allez-y. Et ce qui est intéressant en prépa aussi, et après j'arrêterai de faire la promotion de la prépa, promis, mais c'est en fait, c'est un peu comme un joueur de foot, il va jouer au Real Madrid, tu vois? Genre tu joues au Real Ouais. Madrid, derrière ça se passe mal, tu peux largement retomber sur Chelsea ou sur l'Olympique Lyonnais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'en fait, la prépa, historiquement, c'est la filière en France qui est la plus valorisée. C'est ce qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui la voie royale pour intégrer les grandes écoles. Et bah, concrètement, si ta prépa se passe mal, tu peux retomber sur tes pattes à l'université ou en DUT ou n'importe où, en fait. Alors que l'inverse, il est impossible. C'est très compliqué de commencer par la fac ou par un DUT et se dire derrière: «Bah, tiens, finalement, je ferais bien une prépa». Tu vois? C'est pour ça que la prépa, vraiment, c'est un petit peu, voilà, comme le Real ou le Barça de 2011-2012, tu vois, par exemple, tu vois? Ouais. C'est vraiment, en mode tu prends pas de risque à y aller, en fait. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'évidemment, c'est ce que je souhaite de tout cœur à mes petits frères et mes petites sœurs, c'est de leur dire: si vous avez les capacités, si vous avez l'envie, la motivation, franchement, il y a rien qui doit vous retenir d'aller en prépa. Et c'est vraiment tout l'intérêt de notre passage dans des lycées un peu reculés où comme tu le dis, il y a du travail à faire, tu vois? Nous, on passe pas dans les grands lycées, ça sert à rien. On passe vraiment dans les lycées où personne ne va et c'est ça qui est important. Ouais. Après, on a parlé des côtés positifs, des gros côtés positifs de la prépa. C'est pas aussi tout rose la prépa, hein. Ça casse des esprits, c'est pour certains très difficile. Il y en a qui font des dépressions. C'est pas toujours tout rose. Bien sûr, et c'est pour ça qu'aussi le travail d'information, il est très important.
c'est que toutes les prépas ne sont pas les mêmes et tu le vois d'ailleurs dans les très grosses prépas parisiennes, tu intègres, 6 étudiants sur 10 à HEC tous les ans, tu vois? Alors que dans des petites prépas reculées de périphérie, il y a zéro intégré à HEC ou même dans le top 5 tous les ans. Donc en gros, la prépa, c'est pas un système qui est uniforme. Il y a des immenses inégalités même au sein des prépas, tu vois? Ouais, Et c'est pour ça qu'aussi nous, on passe aussi donc dans les lycées, je t'ai dit, mais aussi dans les prépas ou même on passe dans des prépas de quartier dans le 9-3 ou même par exemple des fois dans des banlieues lyonnaises où on leur dit dès le début: «Vous devez pouvoir viser le top 5, viser le top 5 des écoles qui sont les écoles qui ouvrent le plus de portes». Même vous et même quand tu es en prépa, il y a encore des très fortes inégalités et au sein même des prépas. Donc là, on parle encore, si tu veux, du petit pourcentage de rescapés qui ont su, aller en prépa et ben, même quand ils sont en prépa, il y a encore des inégalités, tu vois? Et ouais, donc c'est pour ça que nous, on intervient aussi là-dedans et effectivement, tu l'as dit, donc il y a des prépas où les profs vont être très durs. Ils vont vraiment être, voilà, un peu ils vont sanctionner un petit peu dur leurs élèves, mais c'est aussi ça fait partie d'une pédagogie. Ils recrutent un certain type d'étudiants qui savent très bien qu'ils vont tenir à la pression, ça fait partie de leur méthode et inversement, tu as des prépas où voilà, les profs sont beaucoup plus cool, où voilà, ils sont beaucoup plus light, où il y a vraiment une bonne ambiance de promo et cetera. Donc voilà, il y a des clichés sur les prépas, il y a du vrai, il y a du faux. Mais moi, je pense, hein, que globalement, il y a plus de positifs que négatifs. Et je pense que ce système de la prépa où tu avais les profs qui te taillaient, qui te défonçaient, à mon avis, c'est un petit peu erroné. Maintenant, les prépas se c'est moins mettent le cas. aussi c'est moins le cas, parce que tout simplement la prépa a moins la cote. Donc forcément, quand tu as Mmh. moins la cote, bah, il faut que tu te mettes aussi à jour et donc bah, beaucoup de prépas revoient un peu leur méthode pour tenter d'attirer beaucoup de monde qui préfère partir actuellement vers des bachelors ou vers des universités ou je sais pas, des UT par exemple. Ouais. Est-ce que tu as des conseils du coup pour les étudiants ou pour les parents qui ont des élèves qui sont étudiants ou bientôt étudiants ou au lycée, quoi que ce soit, pour, voilà, pour accéder à ces grandes écoles, comment faire? Bah, c'est déjà savoir qu'est-ce que c'est une grande école vraiment C'est pas et ces grandes é pardon, avant les grandes écoles, je voulais dire les prépas. ouais, bah, en fait, enfin, moi je recommande le système des grandes écoles de manière générale, honnêtement, enfin la Ouais, prépa c'est nouveau pour accéder, mais enfin, pour moi la finalité c'est bien sûr la grande école. C'est voilà, aller vers des écoles qui sont vraiment reconnues, qui vont t'ouvrir beaucoup de portes et qui derrière te permettront voilà de faire à peu près ce que tu veux, tu vois? Donc ça pour moi c'est la finalité. Après pour y accéder, si tu peux passer par une prépa et que vous voulez que votre enfant il soit cadré, qu'il ait un espèce d'esprit structuré aussi qui soit intéressant, la prépa ça peut être un bon moyen d'y arriver, qui n'est pas le seul, hein, mais ça peut être un moyen hyper intéressant et donc là, voilà, à savoir si votre fils ou votre fille, veut se challenger. Le challenge pour moi, c'est aussi un des mots-clés de la prépa, c'est en mode, tu arrives, tu as, des bonnes moyennes au lycée et là, tu te ramasses des 4 ou des 5 et bah, humainement, c'est hyper intéressant. Enfin, tu penses que tu es bon et en fait, il y a des gens qui disent: «En fait, non mon pote, tu es pas bon. Tu es pas bon du tout. ouais, Tu es pas bon et on va t'aider à être bon». Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu es plus jugé comme quelqu'un qui passe le bac, tu es jugé selon des critères de gens qui vont passer les concours dans 2 ans. Donc forcément que les critères sont vachement relevés et en fait, on va être beaucoup plus exigeant avec toi. Donc je pense que pour un parent, c'est aussi intéressant de se dire: «Je vais mettre mon enfant dans un milieu où je sais que les gens vont lui en demander 10 fois plus», tu vois? Et après, on va voir comment ça se passe. Et pour moi, c'est intéressant. Et ça, peu importe la prépa, que ce soit la prépa à Henri IV à Paris, ou alors la petite prépa de quartier, logiquement, l'ambition, c'est vraiment quelque chose qui est, commun à toutes les prépas. Donc voilà pourquoi moi j'en fais un peu l'apologie, mais c'est pas la seule manière d'arriver aux grandes écoles. Et pour finir aussi, il faut pas avoir 15 ou 16 de moyenne au lycée pour aller en prépa. Il y a des prépas mmh, qui recrutent des gens à 11 ou 12 de moyenne et en fait, il suffit que tu as un déclic et que tu travailles d'arrache-pied et tu pourras tout à fait avoir les meilleures écoles possibles aussi et j'en connais des cas comme ça. Donc voilà, c'est ouvert à toute personne qui est motivée, qui a un dossier plutôt équilibré et surtout qui n'est pas avare de travail, quoi. ouais. Il y a pas spécialement d'astuces, particulières pour entrer dans les prépas, il faut juste avoir un bon dossier, quoi. Oui, il faut avoir un dossier équilibré et peut-être montrer que tu en as sous le pied. En gros, montrer que voilà, je vais rentrer en prépa, mais je suis prêt à me dépasser, honnêtement. Et c'est pour ça que c'est important de diversifier ses choix de prépa, mettre à la fois des prépas qui sont très bien classées, qui sont prestigieuses, et d'autres prépas un peu de campagne, qui sont moins bien classées, qui sont un peu moins, attirantes sur le papier, mais où tu sais que voilà, peut-être humainement, c'est un peu mieux, où les promos sont plus soudés, où tu vas peut-être tirer un peu plus parti de tes profs, par exemple. Donc Ouais. non, tous les prépas sont intéressants. Après voilà, il faut discuter avec des étudiants, avec des gens qui y sont, mais voilà, c'est une expérience que je peux que recommander, hein. Il y a un truc, que j'aime pas trop, en fait, et particulièrement en prépa, c'est parce que tu as encore moins le temps, parce que tu as vraiment la tête dans le guidon quand tu es en prépa. C'est que tu as pas vraiment le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Est-ce que c'est une problématique qui revient, chez vous?
c'est une grosse problématique où en fait on reproche à la prépa de préparer des étudiants en gros, enfin, d'en faire d'excellents cerveaux, mais de gens, qui sont pas du tout, opérationnels en entreprise, tu vois? Et Ouais, donc ça, c'est une problématique effectivement que rencontre la prépa actuellement et on y travaille d'ailleurs dans l'écosystème où en fait il y a ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire qu'en fait c'est, un espèce de sas entre la prépa et les grandes écoles où on veut de plus en plus ouvrir les étudiants de prépa sur des thématiques un peu plus professionnelles, un mmh, peu plus, voilà, dans le monde réel, quoi. Et donc ce qui se passe, c'est que, bah, il y a des stages, par exemple, qui sont en train d'être mis en place entre la première année et la deuxième année de prépa, où des étudiants et bah, pendant l'été, ils vont pas forcément bosser leurs cours, ils vont aller bosser dans des boîtes, ils vont aller découvrir des domaines professionnels et cetera. Donc non, ça c'est je suis assez d'accord avec ça, que la prépa est encore vachement old school là-dessus. On nous entraîne à être des cerveaux, mais qu'on nous, prépare encore pas assez au monde réel, tu vois? Où en gros, comment ça se traduit? C'est que tu arrives en école et genre tu es perdu. En fait, genre tu es culturellement, tu es bon, honnêtement, tu as des super références et cetera, mais que le domaine pro, ça te paraît loin, ça te paraît loin. Et ouais, donc justement, vraiment cet enjeu du continuum où on veut vraiment travailler sur, faire en sorte que quand les étudiants de prépa, ils arrivent en école, ils aient quand même des notions de la vie réelle, du monde pro. Ils sachent un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qui pourrait leur plaire ou pas, dans le domaine professionnel, parce qu'il y a un enjeu d'orientation qui est énorme et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a aussi monté Planète Grandes Écoles, qui est un autre média beaucoup plus axé sur le monde pro. Et en fait, évidemment que ce média-là, de base, nous, il est axé sur les étudiants des grandes écoles, mais bien sûr qu'on le diffuse aussi auprès des étudiants de prépa pour que les gens puissent voir: «Ah oui, c'est quoi la strat? C'est quoi la finance? C'est quoi l'audit? C'est quoi le marketing? C'est quoi la com? Ah tiens, lui, il est parti à l'étranger, il fait quoi?» tu vois? Et c'est intéressant et évidemment qu'on se sert de la notoriété et de l'audience qu'on a sur plein de grandes écoles pour la rediffuser aussi auprès des prépas. Donc pour moi, c'est une ouais. espèce de complément, on leur apporte une double solution. Mister Prépa pour réussir tes concours et pour être bon d'un point de vue académique et Planning Grandes Écoles pour voir un petit peu qu'est-ce qui t'attend dans quelques mois, quoi. Ouais. Non, c'est cool qu'il y a des initiatives qui se font par rapport à ça et que vous travaillez un peu dessus. Et je précise, on est en retard et peut-être que Studio sera écouté par l'écosystème des grandes écoles aussi. Peut-être que je leur enverrai, mais il faut qu'on se bouge parce qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Ouais. Un truc aussi que je parle par expérience, hein, dans les études en prépa, c'est très difficile en fait de rester, d'accorder du temps de qualité, même du temps de manière générale, pour autre chose et en particulier pour, le développement de la spiritualité, le rapport avec Dieu et cetera. Est-ce que toi aussi tu as pu remarquer ça? Alors oui, bah, c'est-à-dire que mais c'est pas la prépa en particulier, c'est, bah, déjà, enfin, c'est le système scolaire français qui est ce qui est, hein. Moi, j'ai une position là-dessus où en fait, vraiment, j'ai pris le biberon en France, comme dirait mon pote Lamine. Du coup, je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que le système m'a apporté, tu vois? La prépa, enfin, même derrière, l'institut de l'engagement par lequel j'ai pu passer aussi, les grandes écoles, enfin Sciences Po, enfin, je veux dire, ça t'ouvre, absolument toutes les portes. Derrière, ce que je reproche un petit peu, effectivement, c'est que, il y a pas vraiment ce côté spirituel. Je parle même pas du religieux, hein, je parle vraiment même juste du spirituel, où Mmh. en fait, on a complètement évincé la religion de l'espace public et de l'enseignement. Ce qui fait que, bah, du coup, les étudiants, bah, on n'a pas du tout de moment à nous pour, se focaliser en tant que croyants cette fois-ci, sur des thématiques qui sont bien plus importantes que cette vie d'ici-bas, tu vois? Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un reproche. Bon après, enfin, c'est le système français qui veut ça et c'est pas moi qui vais aller, fouiller dans la constitution, tu vois? Il a changé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'école laïque veut qu'effectivement, on ne parle pas de religion. Si on parle de religion, on en parle de manière, on va dire, scolaire, académique, comment les grandes religions sont faites, on voit ça un peu au collège, mais il y a aucun apport spirituel. Ce qui est dommage, parce que, quand tu es en prépa, en particulier quand tu es challengé, quand tu as des émotions, voilà, qui montent, et tu passes par toutes sortes d'émotions et bah, se rappeler qu'en fait, tout ça, c'est du provisoire et que tu fais ça pour Allah et ça fait du bien, tu vois? Donc Mmh. voilà, donc Toi, après, comment tu enfin l'as nous vécu toi, personnellement, pendant ta scolarité, pendant ta prépa? Comment est-ce que ça a été tu as eu un bon équilibre par rapport à ça ou tu penses que ça c'était assez non, déséquilibré? bah, bon, bah, c'est très personnel, hein, mais moi, enfin, pour le coup, je me suis converti en prépa pour te dire, donc tu vois? OK. C'était à la fin de ma première année de prépa, j'avais 18 ans. Ouais, Mmh. 18 ans, c'est ça et où en fait, nous, en philosophie, on étudiait un thème qui s'appelait la nature en philo. OK. Chaque année, en fait, on a un thème et donc là, c'était le thème de la nature et en fait, donc avec ma prof, madame Dupéré, qui est excellente, on a vraiment vu, bah, des grandes pensées sur le thème de la nature, notamment une qui, en gros, qui montrait que la nature ne fait rien en vain. Voilà. Mmh. Si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était Aristote qui disait ça, où en fait, la nature ne fait rien en vain. Autrement dit, tout ce qui est dans la nature et dans le cosmos, en fait, a une importance et a une raison d'être.
Et donc, après, logiquement, bah, quand moi je réfléchis à ça, si tout a une raison d'être, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui a dû penser ça derrière. Tu vois, il y a forcément une intelligence supérieure, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, il y a forcément une intelligence supérieure derrière tout ça qui régit tout l'univers. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, même en philo, par exemple, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand démiurge. C'est quelqu'un qui vient un peu tirer les ficelles de l'univers. Et donc, pour moi, quand j'ai étudié ça en prépa, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que c'est dingue et tout. Et Hmm. bon, comment je vais réussir à mettre ça dans mes dissertes, ça, c'est une autre question. Mais vraiment, enfin, c'était incroyable. Et donc, tu veux, la culture générale et en fait la prépa m'a amené à me dire: «OK, il y a forcément quelque chose de plus grand qui régit tout l'univers». Je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est Allah, si c'est quelque chose. Et ensuite, c'est après que j'ai été fouillé du côté du monothéisme et voilà, je me suis intéressé à la religion et cetera. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic. Et concrètement, ensuite, une fois que j'ai été croyant, une fois que du coup j'ai le tawhid dans mon cœur, bah, c'est vrai que l'islam m'a apporté beaucoup dans le sens où, en fait, je relativisais tout. Dans le sens où je me disais: «Bah, si j'ai les écoles que je veux, tant mieux. Si j'ai pas les écoles que je veux, bah, tant pis, je ferai quelque chose de ma vie, avec ça. J'ai mon Mhm. destin, de toute façon, qui est déjà écrit. Quoi qu'il en soit, bah, je vais faire toutes les causes parce que c'est la manière de faire des musulmans et des croyants et je sais que le résultat appartient à Dieu». Et là, c'est un soulagement. Tu te dis: «Bah, en fait, ben, je fais juste de mon mieux, en fait». Voilà, en gros, dans la vie, je fais juste de mon mieux. Khalas. Hmm. Et tout le reste, ça appartient à Allah, tu vois? Et on va dire, donc ça, c'est pour les musulmans, mais même quand tu donnes ça aux croyants de manière générale ou même à des gens juste au niveau de la spiritualité, mais ça fait un apport qui est énorme. Mais tu peux pas parler de ça avec n'importe qui et c'est pas tout le monde dans l'éducation nationale qui est en mesure de comprendre ça, hein, attention, hein. Ouais. Mais voilà, mais peut-être c'est vrai qu'on en parle aussi. C'est vrai à des étudiants qui sont croyants ou voilà, qui sont un peu spirituels, on leur en parle de ces sujets en disant: «Voilà, tout ne réside pas dans la prépa, ta vie ne se résume pas à ça, il y a des choses bien plus grandes qui t'attendent», tu vois? Donc mais je suis d'accord que oui, il y a un vrai enjeu spirituel qui est complètement évincé de la sphère scolaire et pour moi, c'est un gâchis. Parce qu'honnêtement, tu peux sauver des parcours. Le mien a été sauvé, grâce à ça Hmm. et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, quoi. Ah, c'est une belle histoire, hein. Merci de l'avoir partagé. Est-ce qu'à travers donc tes engagements, principalement Planète Grandes Écoles et Mister Prépa, est-ce que tu as en mission derrière aussi pour la communauté musulmane et en particulier pour la communauté musulmane? Alors oui, bah, d'une certaine manière, oui, dans le sens où, en fait, enfin, nous, je pense qu'on est bénéfique à tout le monde, dans le sens où on n'est pas, là pour les musulmans en particulier. Enfin, il y en a qui font ça, tu vois? Ils font vraiment des assos, pour les musulmans et machin là, c'est du Ouais, super travail. Nous, ouais. en fait, de par ce qu'on fait, en fait, on est utile, je pense, à tout le monde. Par contre, Hmm. ce qu'on se dit et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'il y a en particulier un travail à faire auprès de la communauté musulmane. Pas parce qu'elle est musulmane, mais parce que, c'est juste que socialement, on n'est pas au top de manière générale, tu vois? Hmm. Voilà, niveau social, niveau culturel, c'est vrai qu'on n'est pas au top. Donc en fait, c'est de manière indirecte qu'on va profiter à la communauté musulmane. Mais aussi d'un autre point de vue, et ça c'est beaucoup plus personnel, dans le sens où moi actuellement, en ayant une entreprise et cetera, entre guillemets, «je suis maître de mon temps», tu vois? C'est Allah qui est maître de mon temps, mais on va dire que je peux gérer mon temps comme je veux. Un truc tout bête, on en parlait un peu l'autre fois ensemble, c'est que, et bah, quand tu as ta boîte, tu peux, si tu veux, tu fais ta prière quand tu veux, déjà de un. Mais en plus, au-delà de ça, si ton bureau il est pas très loin d'une mosquée, tu peux arrêter, ce que tu fais, tu pars à la mosquée, tu fais ta prière, tu reviens, tu es bien et tu reprends ta journée. Et ça, c'est un luxe, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous, il nous l'a été donné parce que justement derrière, on a pu faire aussi des grandes écoles, on est en position de force dans le système. On a des écoles Hmm. où en fait, mais tout le monde veut nous recruter, ou quand on n'est pas recrutable, on est chef d'entreprise, qui ont des noms derrière et un réseau qui est assez puissant. Et en fait, entre guillemets, on a toutes les cartes en main pour imposer, ce qu'on veut, tu vois? Et nous, en tant Hmm. que musulmans, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'éthique dans nos rapports, on veut on veut, pardon, la possibilité de faire nos prières à l'heure. On veut, voilà, on veut des choses qui sont simples, mais qui pour nous sont essentielles en tant que musulmans. Et donc, si tu veux, mon engagement, il est là. C'est de dire en fait à la communauté, peut-être que, et j'espère qu'à travers Mister Prépa, Planning Grandes Écoles et tout ce qu'on fait, on va vous donner les cartes pour arriver en position de force sur un marché où vous n'êtes pas de base prioritaire. Clairement, tu vois, faut se le dire, il y a du Hmm. racisme déguisé ou pas. Parfois, il est même pas déguisé, c'est ce qui fait le plus peur. Hmm. Voilà, on n'est pas du tout en position de force. Et bah, c'est tout bête à dire, mais demain, un Ahmed ou une Soraya qui va faire Polytechnique ou qui va faire, Sciences Po ou qui va faire, je sais pas, n'importe quelle grande école ou même un peu moins grande que ça, mais déjà un très bon diplôme, elle sera déjà beaucoup plus en manière de discuter que quelqu'un qui n'aura pas fait d'études. Tu vois? C'est bête à Ouais. dire et c'est un peu discriminant, mais c'est le système.
Et donc nous, voilà, on est juste pragmatique. On se dit: «On veut pas modifier le système», tu vois? Ou en tout cas pas pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est juste dire: «Le système, il est comme ça». On va donner aux musulmans et aux musulmanes, entre autres, toutes les opportunités de pouvoir arriver en position de force et arrêter de dire: «Excusez-moi, on est musulmans. Ah non, excusez-moi, j'ai la prière à faire. Est-ce que vous avez un local poubelle pour la faire? Non, c'est bon». Tu vois? Donc Mmh. on est qui à prier, dans un local poubelle, s'il te plaît, tu vois? Donc Ouais. voilà, donc c'est un petit peu l'ambition derrière ça aussi. Je veux pas islamiser la France, je précise. Je veux juste donner aux musulmans, voilà, la possibilité de faire les meilleures études et d'arriver en position de force sur un marché qui leur est, de prime abord, non favorable. Très bien. Écoute, c'est honorable. Je te remercie beaucoup, Benjamin, pour ton travail qui te le facilite, Inch'Allah. Amin. On arrive à la fin de l'interview, Benjamin, j'ai quelques petites questions à te poser pour terminer. Mais avant ça, est-ce que tu as un message à faire passer, sur un sujet peut-être qu'on n'a pas une question qu'on n'a pas abordée ou juste un message général que tu aimerais faire passer? Oui, bien sûr, bah, moi, c'est plus de manière générale sur l'entrepreneuriat, peut-être au niveau de manière générale, mais en particulier aussi au niveau des étudiants. C'est-à-dire que s'il y a parmi vous des jeunes ou des étudiants qui ont des projets en tête, qui veulent les lancer, qui hésitent, honnêtement, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est-à-dire que dans le sens où à partir du moment où votre projet, il commence vraiment à trotter dans votre tête, que vous êtes là et que vraiment vous y pensez sans arrêt et sans cesse et qu'il y a selon vous quelque chose à faire, il faut y aller et pas se dire: «Non, je suis étudiant, mais c'est pas le bon moment, je ferai ça quand j'aurai le temps, un peu plus tard, quand j'aurai un taf, machin». Parce qu'en fait, tu arrives dans une position où en fait, tu prends jamais le temps de le lancer finalement et donc être étudiant, c'est peut-être le meilleur moment et nous, je sais que c'est vraiment la problématique sur lesquelles on nous demande souvent d'intervenir dans les écoles ou autres, parce que vraiment, il y a une espèce de mystère derrière ça, mais être étudiant, logiquement, tu es pas marié, tu as pas encore d'enfant, tu as pas de responsabilité énorme. En parallèle de tes études, logiquement, tu as aussi du temps, tu vois? Donc c'est peut-être le meilleur moment pour se lancer et en fait, si ça fonctionne et bah, ça fait que tu pourras terminer tes études sans aucune pression. À te dire: «Bah, écoute, moi, quoi qu'il en soit, j'ai ma boîte» et là, actuellement, c'est notre position à nous, avec mon associé d'Orient, on est en mode, on a des boîtes qui tournent, on n'a même pas besoin, en fait, du diplôme. C'est bête à dire, mais on n'a même pas besoin du diplôme parce qu'on sait très bien qu'on a déjà le nom de l'école dans le CV et on a déjà, une boîte qui tourne. Mais on va quand même chercher le diplôme. Donc en gros, tu finis, tu es diplômé, alhamdoulilah, tu as une entreprise qui déjà tourne et qui fonctionne bien et tu dis: «Mais si ça marche plus, bah, c'est pas grave. Soit je revends la boîte, soit, je fais rentrer d'autres associés dans la boîte ou autre, soit s'il faut, j'arrête complètement la boîte, mais j'aurais fait un réseau grâce à mon entreprise qui fait que je pourrais retomber sur mes pattes dans n'importe quelle entreprise si je veux», tu vois? Donc c'est pour ça qu'en fait, concrètement, je trouve que lancer sa boîte et la faire fonctionner pendant ses études, c'est top. Parce qu'en fait, tu t'enlèves une pression monumentale de te dire: «Il faut absolument que je trouve un CDI, il faut» voilà. En fait, tu arrives sur le marché du travail, tu as déjà une position où tu gagnes de l'argent et où tu peux vivre ta vie, financièrement, alhamdoulilah et tu te dis: «Mais si ça marche plus demain, et ben je fais autre chose, c'est pas grave» et en fait, du coup, tu t'es ouvert une porte supplémentaire. Donc c'est pour ça les étudiants, s'il vous plaît, lancez votre boîte, n'hésitez pas et allez-y et pour les non étudiants, bah, c'est pareil, hein, franchement, l'entrepreneuriat, moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment apporté beaucoup et c'est ce qui, derrière, je pense, te libère aussi d'une certaine manière. Excellent, bah, écoute, très bon conseil. Bon, vous avez écouté l'appel, hein, et si vous faites une entreprise à succès, vous reverserez des parts à Benjamin, Inch'Allah. Là, avec plaisir et j'investirai chez vous aussi. Du coup, pour les questions de la fin, Benjamin, est-ce que tu as des routines, des choses qui reviennent régulièrement, qui t'aident à maintenir la pêche ou à progresser? Oui, ben, l'organisation passe est vraiment importante où, en fait, il faut absolument être organisé et sinon, en fait, tu peux vite être débordé. Un truc tout bête, mais Google Calendar, par exemple, qui peut vraiment te sauver, dans le sens où quand tu es amené à monter une boîte, du coup, tu prends de plus en plus de responsabilités, tu échanges avec de plus en plus de personnes, tu as de plus en plus de rendez-vous et cetera et donc il faut absolument que tu aies quelque chose qui te rappelle tout ce que tu as à faire, voilà, qui te priorise tes tâches, tes missions et qui te rappelle tous tes rendez-vous. Concrètement, une alarme 10 minutes avant qui dit: «Eh, oublie pas dans 10 minutes, tu as le call avec telle ou telle personne». Donc ça, c'est hyper important. Donc premièrement, l'organisation et ensuite la gestion du temps. C'est vraiment ultra important où il faut réussir à prendre un temps, bah, pour ta boîte. Pas oublier bien sûr, bah, concrètement, l'apprentissage de la religion dans la mesure du possible. L'intention aussi peut-être, où vraiment, bah, tu vas passer 10 heures par jour à travailler sur ta boîte et bah, c'est dommage que ce soit 10 heures juste pour la vie d'ici-bas. Essayer de la meilleure manière possible de mettre la nia, de faire ça pour Allah. Par exemple, de dire: «Bah, je fais tout ça pour pouvoir, subvenir aux besoins de ma famille. Je fais tout ça pour pouvoir, voilà, être en position de force, derrière faire toutes mes obligations religieuses, correctement et cetera et cetera. Donc aussi l'intention hyper important et le plus gros challenge peut-être, ça peut être, je pense, vraiment
la gestion du temps privé, on va dire. Trouver un temps voilà, pour la famille, pour les amis, le sommeil aussi, où c'est ultra touchy parfois de bien dormir, parce que du coup, tu penses vraiment à ta boîte tout le temps. Il y a vraiment des trucs un peu importants en tête qui trottent. Hmm. Donc, ouais, voilà, je pense vraiment se libérer un peu du stress, bien gérer son temps au maximum, et plus tu seras organisé, et moins tu seras stressé, parce que tout est un petit peu cadré d'avance, et donc du coup, tu laisses de moins en moins la place à l'imprévu, quoi. Donc voilà, je dirais, c'est peut-être ma petite astuce que je ne gère pas encore à 100%, je tiens à le préciser. Je galère Ouais, c'est aussi pas comme plein évident, hein. de. C'est C'est normal. pas du tout évident. Donc voilà, je pense que c'est la plus grosse thématique, c'est la gestion du temps, et apprendre apprendre, pardon, à déléguer. Super. Est-ce que tu as des références à partager, des livres, des recommandations de livres qui t'ont marqué? Franchement, pas trop, hein, genre, j'ai pas trop lu je réfléchis, non, en vrai, franchement, à part le Coran, pas grand-chose. Ça, j'ai en fait, c'est une question qu'on m'avait posée à l'époque, j'avais dit en vrai, tout est dans le Coran, tu vois? En mode, soyez ambitieux, voilà, voilà, mener des projets, voilà, garder un temps pour la vie d'ici-bas, pour l'au-delà, et cetera. Enfin, en fait, tous les conseils sont là-dedans, je pense. Mais après, un peu plus profane, il y a pas de livres qui ont particulièrement marqué perso, non. Enfin, il y avait un livre, classique, Père riche, père pauvre, pour tomber dans le cliché, voilà. Mais là, c'est beaucoup plus dans mode, c'est plus seulement quand tu lances ta boîte, c'est plutôt Dev quand tu as perso. déjà des revenus. Voilà, et c'est quand Mhm. derrière, en gros, c'est ne plus juste avoir une boîte et avoir des revenus, c'est derrière, faire fructifier ces revenus pour investir. Et ça, c'est peut-être, ouais, c'est peut-être un livre qui m'a motivé, en fait, à monter un système de holding où, en fait, on investit dans beaucoup d'entreprises avec un principe de maison mère, maison fille, et où, en fait, on investit dans plein de boîtes qui n'ont même plus rien à voir avec le domaine de l'éducation. Mais non, franchement, à part ça, il y a pas eu de. Je sais pas, Ok. excusez-moi, j'ai pas vraiment de référence de ouf qui va changer votre vie, quoi. Non, mais c'est déjà bien. Et puis, je mettrai aussi les références de sites internet qui, je pense, sont d'excellentes références. Et enfin, du coup, dernière question, Benjamin. Comment faire pour suivre ton travail et si un auditeur ou une auditrice a des questions, est-ce que c'est possible de te contacter? Bien sûr, bah, en fait, nous, pour nous suivre, il y a vraiment les réseaux sociaux de Mister Prépa, de Planète Grandes Écoles, mais aussi j'en profite de dire qu'on a investi dans pas mal de projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Mama Papille, où en fait on fait travailler des mamas qui sont éloignées de l'emploi, mais qui ont des talents culinaires énormes, et on les met au service des entreprises qui veulent organiser des événements. Donc, Ok. voilà, donc par exemple, ça, on peut aller suivre nos aventures sur Mama Papille. Il y a aussi un autre projet qu'on a développé qui s'appelait Dubai D-Day, où en fait on accompagnait des francophones à lancer leur entreprise à l'international. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la promotion des Émirats dans le monde francophone. Voilà, à montrer aux francophones qu'est-ce qui se passe dans les Émirats, comment ça se développe, etc., etc., sous forme de médias. Donc voilà, Mister Prépa, plein de grandes écoles, Mama Papille, Dubai D-Day également. Sur Instagram? Ouais, sur le site web, sur Instagram, on est bien actif. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu. Et pour nous contacter, bah, tout simplement sur Instagram, ils envoient une question sur Insta, on est très réactif, voilà, on est axé sur les jeunes. Donc voilà, sur Instagram, on répond. Et puis après, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, je peux vous apporter concrètement, mais si on peut apporter quelque chose avec plaisir, tu vois. Mais voilà, et Ok. un dernier conseil peut-être, c'est quand vous aurez monté votre boîte et que vous avez commencé à avoir votre vache à lait, c'est que ne vous en contentez pas. Montez un système de holding, centralisez ça sur une maison mère et derrière, investissez dans pas mal d'entreprises qui peuvent voilà, apporter que du positif, quoi. Donc Hmm. voilà, il y a vraiment cette notion d'investisseur ensuite. Au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 50 bouteilles, devenez non plus seulement chef d'entreprise, mais devenez chef d'entreprise investisseur où vous allez diversifier vos projets, vos revenus et vos expériences. Et après, c'est encore plus excitant. Et vous n'aurez plus jamais envie de revenir dans le monde du salariat, ça je peux vous le garantir. Non, je te crois, Benjamin, je te crois très bien. Benjamin, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ton travail, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Je C'est pense à qu'il y a toi. beaucoup de bons conseils dans ta jeune expérience, 25 ans. Bon, on a 3 ans d'écart, hein. Mais j'ai l'impression que tu as fait 10 fois plus de choses que moi quand j'avais 25 ans. Et j'espère que Dieu va te faciliter encore plus, mettre la barre dans tes projets Mhm. et faire en sorte que tu sois une cause pour faciliter encore plus aux musulmans et à la société entière, Inch'Allah. Mais non, mais il y a des excellentes choses qui font dans la communauté. Et moi, je vois à travers ton podcast pas mal de profils que j'écoute, où justement, c'est très bien Muslim Makers parce que je pense qu'il faut promouvoir ce qui se fait dans la communauté aussi, parce que les musulmans, on a un peu ce complexe d'humilité, où en fait, Allah nous dit qu'il faut être humble, et on essaie de l'être au maximum, mais du coup, si t'es trop humble, bah, les gens, ils connaissent pas ce que tu fais.
Et donc, c'est vrai que c'est une super initiative ce que tu fais, donc je te félicite surtout toi aussi. Et j'espère vraiment que voilà, on pourra donner encore une plus grosse ampleur à Moussi Makers et à tout ça, parce qu'il y a vraiment du travail de fou à faire dans la communauté. Il y a des pépites. Et moi aussi, je le vois à Sciences Po, je suis tombé sur des frères et sœurs, machallah, à Sciences Po, voilà, on s'est fait un petit écosystème de musulmans. Et voilà, je sais que des gens, ils oublient pas leur communauté. En tout cas, sachez qu'aussi dans les grandes écoles, on n'oublie pas la communauté et qu'on a des grands projets pour la communauté. C'est juste qu'on se fait discret pour l'instant, mais ça arrive, Inch'Allah. Barakallahu fik, Benjamin. On se tient au courant, Inch'Allah. Et puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.